Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité, Diemso. Diemso, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute la Guyane. Bienvenue sur le plateau du Focus. C'est la première fois donc, que je te reçois sur le plateau pour parler bien sûr de ce deuxième album. Et oui, 2 albums, mais il y a quand même beaucoup d'artistes qui jouent en live, qui n'ont pas le temps de rentrer en studio et de sortir ces fameux albums. Ce soir, on va faire une interview découverte pour la nouvelle génération qui ne te connaît pas encore. On va faire une sorte de rétrospective sur ta carrière jusqu'à arriver sur ce deuxième album. Ta carrière, elle démarre quand, Diemso, et avec quel instrument? Avec quel instrument? Alors, il m'est difficile de trouver lequel, parce que bon... Tu joues tellement d'instruments, on va en parler, non, c'est pas que bien je sûr. joue tellement, j'en essaie beaucoup, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est l'harmonica. L'harmonica? Non, la flûte à bec. Dans quelles circonstances? Avec qui? Eh ben, c'est-à-dire qu'au début, moi, j'étais beaucoup plus orienté sur le foot. Et à cette époque, ma place c'était gardien, et je m'étais cassé la clavicule, quoi, à un moment donné. Et bon... Pas de rage, mais bon, j'ai voulu prendre une revanche. Je me suis dit, bon, le fait que les copains continuaient à jouer, il me fallait trouver une occupation. Et là, je passais devant, à l'époque, c'était M. Georginet, qui avait le seul magasin de musique qu'on avait à Cayenne. Et puis, bon, j'ai vu une flûte à bec, je ne savais même pas à quoi ça servait, quoi. Puis, mais il me fallait essayer d'être en contact avec la musique intuitivement, inconsciemment, je ne sais pas comment, quoi. Et je me suis acheté ma première flûte à bec, et il a fallu que je négocie avec les parents déjà. Et puis bon, c'est à partir de là que je me suis mis dans la musique. Mais là, c'était encore des balbutiements, quoi. Et je pense que le moment déterminant a été un son de Myriam Makeba que j'ai entendu. Ouais. Je devais avoir peut-être 13 ans à cette époque. Et là, ça a été vraiment... chanteuse d'Afrique du Sud, ouais. Ça a été vraiment, pour moi, carrément, que j'ai eu l'impression qu'elle est entrée dans ma vie. Révélation. Voilà. Je crois que le thème, c'était sur... Ah oui, bien sûr, ouais, le gros. Et jusqu'à maintenant, je le chante, je ne sais pas ce que ça veut dire, tu vois. D'accord, ok. Voilà, ouais. Donc ça a été ça le déclic. Oui. À quel moment on te voit dans des premiers groupes jouer avec des musiciens où on parlera de la scène tout à l'heure. La première formation, c'était une formation au lycée, donc avec la compagnie d'Émile Roumain. C'était quelques premiers contacts qu'on avait, quoi. D'accord. Tout timide. Après, bon, il a fallu qu'on monte un peu plus tard, vers les 17-18 ans, on monte notre propre groupe qui était le groupe de 87.3. Exact. Dans lequel a évolué le fameux Jean-Philippe Martelly. Et bon, ça a été une expérience très enrichissante parce que nous étions dans la découverte de la musique à cette époque. Il y avait qui? Alors, il y avait Claude Dutunet, il y avait Gilbert Maxwell, il y avait le défunt Tribord, il y avait encore aussi Darnal, Yvon, et mon frère défunt Félix, et il y avait aussi un voisin, Germain Adélaïde, il y avait qui encore? Je crois avoir... C'est bien de citer les noms comme ça, des gens qui ont démarré avec vous. Et donc ça, c'était les débuts. Le début, alors là, nous étions sur une démarche de reproduction, de copie. Mais déjà, dès cette période, j'étais quand même un peu gêné de... Pour moi, la copie servait... C'était beaucoup plus une démarche, pour moi, qui était... Pour mon c'est pas créatif, mon initiation, quoi, ouais. Mon apprentissage, quoi. Mais dès cette époque, je commençais déjà à écrire quelques musiques, timidement. Je n'avais pas l'adhésion de tout le monde. Malheureusement, le seul qui y adhérait, c'était Jean-Philippe, effectivement, à cette époque. Ouais. Et mais c'est par la suite que je me suis rendu compte, en regardant en arrière, mais que les fondements étaient déjà là, quoi. Parce que quelques compositions que j'ai faites après sont parties de ces idées-là, quoi. Alors ensuite, on t'a vu jouer dans différents groupes? Alors il y a eu les Blue Stars, c'était un groupe, alors là, au niveau ambiance, ça a été super, parce que c'était, du point de vue convivialité, c'était vraiment, parce que moi je découvrais, c'était bon. À cette époque, j'étais toujours l'un des plus jeunes du groupe, parce que c'était quand même mes aînés, quoi. Oui, c'est ça. Oui, donc ça se passait très bien, ils m'ont très bien accueilli. Il y a eu après le Montilenko, qui n'a pas été pour moi je le dis, qui n'a pas été pour moi une expérience aussi conviviale, même si elle avait une envergure beaucoup plus importante. Tout à fait, ouais. C'était une question de relation de personnes dans le groupe, quoi. Je n'étais pas considéré à ma juste valeur, je pense, c'est le point de vue personnel, quoi. Ouais. Pour plusieurs autres raisons que je ne vais pas citer ici, quoi. Ouais, après, bon, il y a eu presque tous les groupes d'ici, les Bluebirds, comment ça a été ponctuel. Et donc, plein d'expériences comme ça. Ouais, parce que il fallait quand même, à travers toutes ces expériences, moi je me cherchais, et je continue à me chercher aussi jusqu'à maintenant, quoi. Mais c'était aussi pour pouvoir côtoyer d'autres musiciens, pour finir un peu l'expérience. À quel moment arrive ce fameux mot, Belliotte, qui cite ce mot-là pour la première fois, et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est-à-dire, à vrai dire, c'est vrai que quand on écoute la musique, on se rend compte qu'il y a une très forte influence afro. Ça parle depuis Myriam Makeba, parce qu'après il y a eu Manu Dibango, il y a eu Osibissa, c'était toute une lignée afro, quoi.
Et la personne qui m'a... Tu as cité 3 noms extraordinaires. Je pense que... Ça faisait tellement longtemps. Ça faisait tellement longtemps. Et je pense que c'est mon frère. Mon frère qui m'a dit, parce que j'étais déjà en train de faire un travail sur le bénia. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était la profusion du zouk. Exact. Et faire une musique en binaire comme le zouk, c'était très facilement rentrer dans le même, je ne vais pas dire le même carton, mais dans la même démarche, quoi. Alors je me suis dit, bon d'accord, pour pouvoir être beaucoup plus, pour trancher radicalement, il fallait que je sois dans une démarche rythmique, ternaire, quoi. C'est-à-dire le bélia que nous avons ici qui est ternaire. Alors, et aussi grâce au petit temps que j'avais passé avec le groupe les Oyampi. J'ai connu les Oyampi vraiment à la fin, j'ai fait peut-être la dernière année avec eux. Mais c'était quand même suffisant pour pouvoir me marquer d'une certaine manière et pour pouvoir prendre une direction. Que je pense qu'il parce que les Oyampi, il y a la musique traditionnelle. Oui, c'était aussi un ballet. Donc il y avait tout le côté. La chance que j'ai eue, c'est que il y avait non seulement la musique à laquelle je participais, mais il y avait tout le côté visuel, les ballets. On a eu l'occasion de faire l'inauguration du Centre culturel des arts et de la culture à Pointe-à-Pitre. Exact. C'était pour moi, j'étais très jeune, et c'était quand même, j'arrivais dans le milieu et ça m'a vraiment imprégné, quoi. Ça m'a imprégné pour plusieurs raisons aussi, parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas ici en Guyane de musique proprement définie qui nous représenterait à l'extérieur, quoi. Donc, mais ça a été aussi une espèce de petit truc qui me piquait tout le temps en me disant... On en parlait souvent. Voilà, avec mon frère, c'est lui, il était... Moi, je faisais le travail dans la musique. Lui, il a essayé tout de suite, il s'est rendu compte que c'était pas son truc, mais il était toujours à mes côtés pour pouvoir me donner, m'impulser, pour me dire, Daniel, ce que tu fais, c'est un peu différent des autres, mais continue. Et puis c'est grâce à lui, en quelque part, aussi que Donc, Béliot pour Bélia. Alors, oui. Et le hot, c'est quoi? Voilà. Alors, l'orthographe a changé il n'y a pas longtemps. Exact. Normalement, c'était en 2 mots. C'était Béli, hot, H-O-T, pour dire un bélia chaud, un peu à une autre sauce, quoi. Bon, mais pour plusieurs raisons, on s'est rendu compte que c'est pour des raisons de facilité, déjà de perception, quoi. On a simplifié l'orthographe. On a mis Béliot, on a enlevé le H, on a mis en un seul mot, de façon que ça puisse se retenir plus facilement, quoi. Ouais, on est d'accord. Donc Béliot, voilà, on peut parler de créativité, de création musicale guyanaise. Est-ce que tu parles de se chercher? Est-ce que tu t'es trouvé? Mais non, c'est prétentieux de dire que je me suis trouvé, quoi. C'est une démarche, je le dis aussi pour que ça puisse me conserver à long terme, quoi. Mais bon, moi je pense que le Béliot, c'est un engagement personnel. Bon, j'ai la chance d'avoir des musiciens qui te suivent dans cette démarche. Je ne vais pas dire qu'ils me suivent, mais qui partagent le concept. Ils sont assez mûrs pour savoir leur décision. Et bon, c'est vrai que c'est une sacrée chance d'avoir des musiciens aussi talentueux tels que Patrick Pénètre, Michel Macaire, Antoine Villageois, qui est un doco en percussion. Je pense donc ça, c'est le groupe Klaxon. Ça, c'est Klaxon, ouais. Et c'est Arsène Popo, qui est dans le groupe que j'ai oublié de citer dans une autre émission, il m'en excusera. Il y a Marie-Lou Coupen, qui me donne un sacré coup de main au niveau des voix. Il paraît que nos deux voix se mélangent très bien. Il y a un nouvel élément il y a 2 nouveaux éléments. En l'occurrence, c'est Daniel Paul qui remplace, j'en ai encore pas parlé, parce que c'est la raison pour laquelle je dis que ça a pris autant de temps pour sortir, qui remplace Guy Robert qui était à la basse, qui nous a quittés, qui nous a quittés juste avant la période après avoir enregistré tous les morceaux, c'est lui qui a enregistré les morceaux sur l'album, avant de passer à la phase de mixage. Et puis bon, il y a qui encore? Et puis il y a Yann, la dernière recrue, Yann Villageois, qui sera pour les effets, parce que moi j'ai déjà du mal à gérer d'un point de vue par rapport à la logistique des instruments, tu vois. L'ergonomie, tout ça c'est quand même assez difficile sur scène. Et Yann me donne un coup de main pour pouvoir déclencher les samples, tous les trucs qu'on aura enregistrés, quoi. Il y a eu une longue pause, Jamso, où on t'attendait. On a fait une émission ensemble d'ailleurs, télé. Puis ensuite, je crois que c'est l'une des dernières. Après, voilà, il y a eu une longue pause. Le décès de Guy Robert t'a beaucoup marqué. Tu reviens comment là sur la musique? Il faut dire par rapport à Guy, Guy c'était le plus ancien copain que j'avais. C'est un copain de la maternelle. Au-delà même de la musique. Voilà, de la musique, c'est un voisin du quartier. On se connaît depuis tout petit, on s'est perdu de vue depuis un moment. Et puis lui, il avait coupé avec la musique. Il était un petit peu déçu. Il me disait, bon, un jour, on s'est croisés, il m'a dit, bon, Jamso, tu sais, comme ça. Il me dit, mais dans le seul groupe dans lequel je me vois jouer, c'est dans le tien. J'ai dit, mais justement, ça tombe bien parce que je suis à la recherche d'un bassiste, mais quelqu'un qui pourrait vraiment s'intégrer dans une démarche
démarche à long terme, parce que moi je ne suis pas dans le moyen ni dans le court terme. Ouais. Donc il m'a dit, ben bon, mais alors il était un petit peu réticent, puisque comme ça faisait 12 ans qu'il n'avait pas joué. Ouais. Et puis il a intégré le groupe, et puis bon, ça a été au début, bon, il a fallu qu'on le mette un petit peu en confiance, et puis après il a trouvé sa place, comme tous les autres. Et après, quand on écoute les lignes de basse qui donnent toute la... Mais oui, tout le sens. Tout le sens du Belliot. Oui, parce que le Belliot, ça veut dire que pour 90% des compositions, je les compose à la basse d'abord. C'est le thème, c'est un thème de basse que j'essaie à la basse, pour voir comment c'est jouable, parce que moi je ne suis pas bassiste, je compose à la basse, mais pour voir si c'est jouable. Et puis le bassiste, il développe, et lui, bon, ce sont des lignes, ce sont des premières lignes que je mets, Bien et puis le bassiste, il amène toute sa personnalité, tout son talent, pour pouvoir amener l'idée plus loin, quoi. On est toujours dans la découverte, là on parle pour la nouvelle génération qui te découvre aujourd'hui. Tu joues de combien d'instruments, Diamso? Je ne me pose pas la question. Tu joues? Je me posais la question. Je considère l'instrument comme une interface. Ouais. Et puis bon, le contact, c'est que ce soit les cordes, les percus, oui. Partout. C'est vrai que bon, ça peut paraître, pour beaucoup de personnes me disent, ouais, tu ne rachètes pas tes instruments. Non, mais c'est vrai que bon, il y a l'avantage aussi le fait de les réparer, bon, comme je suis aussi réparateur luthier. Exact. Donc ça me permet si à pouvoir les réparer, il faut les connaître suffisamment pour pouvoir les réparer, quoi. Pas forcément les maîtriser, mais savoir comment ils fonctionnent, quoi. Mais moi, c'est vrai que, et parallèlement à la passion de la musique, la passion de l'instrument lui-même, c'est-à-dire de l'histoire de la musique, a toujours été parallèle, quoi. Donc elles sont, comment dirais-je, elles sont mélangées, quoi. Il n'y a pas une qui prend le dessus sur l'autre. Donc c'est tout à fait normal que moi, l'instrument, je le considère vraiment comme une interface, point barre, quoi. Il y a un instrument quand même qui donne une sonorité particulière à ta musique. La seule personne que j'ai vue en live jouer de ces instruments, c'est Marcus Miller, c'est la clarinette basse. Ouais, c'est vrai que c'est un instrument particulier de par la richesse de sa palette sonore. Exact. Et puis bon, c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les instruments qui sont plutôt rares, quoi. Au début, quand je me suis mis à la musique, c'est vrai qu'à un moment j'ai eu ma période de guitare, il y avait tellement, la concurrence était tellement... Il y en a des... Oui. C'est ce qu'il y a le plus en Guyane. Ouais. Alors je me suis dit, bon, c'est pas la peine d'essayer de te mettre en concurrence avec les autres, mais essayer de trouver un instrument moins usité, tel que le saxophone, la flûte traversière, la clarinette. Et en l'occurrence, la clarinette basse, c'est un instrument qui est quand même, avec lequel j'ai une histoire particulière, parce que je n'en joue pas souvent, parce que c'est un instrument qui est très onéreux, il faut compter entre 7 000 et 8 000 euros une clarinette basse. La première clarinette basse que j'ai eue, j'ai dû l'échanger avec un pote que j'avais à Bordeaux. Alors le deal c'était que moi je la lui répare, et qu'en échange je puisse en bénéficier pendant tous les 15 jours, parce qu'à cette époque j'étais étudiant à Paris. D'accord. Et moi je redescendais à Bordeaux pour la famille, et tous les 15 jours, alors moi je descendais à Bordeaux, je la récupérais pendant 15 jours. Et je restais 15 jours avec. Il a respecté son deal. Eh ben, le problème c'est que c'est lui qui l'a gardé, quoi. Donc c'est pas grave, quoi. D'accord, ok. Il n'a pas gardé malhonnêtement. Oui, bien sûr. Nos chemins se sont séparés, puis bon, c'est lui qui l'a gardé, c'est tout, quoi. D'accord, très bien. Et ensuite, il y a eu tous ces spectacles, Cayenne Jazz Festival, entre autres. Lorsque tu es en concert avec tes musiciens, comment tu te sens? Comment tu es sur scène? Est-ce que tu perçois le public en partage avec toi? Est-ce que le public a compris ta musique? Quel est le discours qu'ils tiennent lorsque tu as fini un concert? Qu'est-ce qu'ils te disent souvent? Est-ce que le message passe? C'est vrai qu'il y a quand même des personnes qui viennent, qui sont étonnées que ce soit ici, à l'extérieur, plutôt à l'extérieur malheureusement. Je dis malheureusement, c'est notre avis personnel, quoi, hein. On dirait bon, que c'est mieux perçu à l'extérieur. Mais pourquoi? Parce que bon, on est encore peut-être borné sur des musiques qui ne nourrissent que le corps. Ça, c'est un point de vue personnel. Moi, j'essaie de faire une musique qui nourrit le corps et l'esprit. Parce que la musique, elle n'a pas qu'une vocation. On trouve la musique dans différents domaines, même dans la thérapie, quoi. Donc, je pense que nous sommes dans une culture de musique où on ressent la musique beaucoup avec le corps, quoi. Et c'est vrai que bon, ici, il y a quand même un public qui s'intéresse. Ben, c'est vrai que quand je ne vais pas faire de comparaison pour pouvoir me mettre en porte-à-faux, mais je me rends compte qu'à l'extérieur, c'est beaucoup plus spontané. Les gens viennent, sont surpris quand tu leur dis que c'est une musique de Guyane. Ah bon, c'est une Guyane comme cette musique-là? On me pose la question une fois, un type m'a abordé directement en anglais, pensant que nous étions basés aux États-Unis. C'était pour le festival transamazonienne, tu vois. Oui, transamazonienne. Et le type, il m'aborde en anglais, pensant que nous étions des anglophones. Et puis bon, c'est quand je lui ai répondu en français, il me dit ah bon, et puis c'est après qu'il a compris que nous étions d'ici, quoi. Donc c'est vrai que si nous avions, des encouragements beaucoup plus soutenus par la population, ben, cela nous porterait encore plus loin, parce que toutes les musiques qui viennent ici, elles sont portées par les gens de là où elles sortent. Oui, bien sûr.
Et elles arrivent jusqu'à chez nous, quoi. Mais c'est à nous de faire le travail, bon, pas seulement pour le travail que je fais, quoi. Bien sûr. Mais je pense que je ne suis pas le seul à être dans cette démarche-là. Il y a notamment Dérobert, il y a Jabbar, nous sommes quelques-uns à être dans cette démarche un petit peu, comment dirais-je, décalée de ce qui se fait, quoi. Mais je pense que c'est là qu'il faut porter le soutien, parce que c'est le travail le plus difficile. C'est pas, moi, à mon point de vue, c'est que les encouragements sont encore portés sur la facilité, j'ai l'impression qu'on est encore dans des ornières. Bon, ça c'est la certaine personnelle, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, tu as répondu. Ça y est, l'album il est là, il est sorti, il est partout. Je peux te dire que c'est un sacré soulagement parce qu'il y a eu, déjà avant de rentrer en studio, ça a été toute une épopée pour pouvoir rentrer en studio. Et puis il y a eu l'événement tragique du décès de Guy. Et il a fallu, malgré tout, faire sortir cet album. Il y a eu encore une mauvaise, je ne vais pas dire le terme, un mauvais événement aussi, parce qu'il devait sortir pour le festival de jazz. Et bon, les prestataires qui étaient chargés de nous donner satisfaction pour cette date n'ont pas tenu leur promesse. Donc, il a fallu qu'on réinvestisse pour le faire sortir, mais pour pouvoir conjurer le sort d'une certaine façon. Bon, et puis ça sera pour le prochain K Jazz. J'espère bien, j'espère. Alors, à partir de là, je pense que parce que alors, on se l'a dit aussi, parce qu'avec l'accent, si les gens ne nous ont pas vus, c'est parce que, justement, notamment avec Guy, on s'était dit, on n'a pas fait le tour de la Guyane, quoi. Mais il était quand même important qu'on passe en studio, de façon qu'on ait une carte de visite pour permettre aux gens Très important. Oui, voilà. Très important, effectivement. Donc ça, c'est une très belle initiative, je rappelle, Jamso et Klaxon. On peut aussi le voir sur le net. Sur le net, alors il y a le site, il suffit qu'on tape Jamso, DJMSO, il n'y a pas de I, de E, DJMSO. On va arriver sur le site Jamso et Klaxon. Et puis là, le site, pour l'instant, les téléchargement légal ou pas, iTunes iTunes, mais c'est en cours parce que ça a été pris en charge. Ça fait à peine 2 semaines, il nous faut 4 à 6 semaines pour que ça puisse être disponible sur la plateforme. D'accord. Très bien, voilà, merci Jamso d'être venu nous présenter ce deuxième album qui est Klaxon. Avec plaisir. J'ai vraiment envie que les gens. Il faut qu'on t'entende en live. Que les gens, qu'on fait que le public, soit un petit peu attentif au travail et se rendre compte que le temps d'écouter. Voilà, que nous sommes capables. Je ne dis pas pour moi seulement, je dis haut et fort pour d'autres aussi qui sont dans la même démarche que moi. Je ne dis pas pour tout le monde. Je ne suis pas l'ambassadeur de tous les autres, mais pour dire que nous avons la possibilité ici, nous avons les moyens et le potentiel de faire des choses intéressantes. Et que, comme on dit, il y a un proverbe ici, je ne sais pas si tu connais, c'est « nous assez grand pour nous baigner tout nid ». Donc il est temps qu'on se prenne en charge et qu'on soit capable d'être reconnu pas pour ceux qu'on voudrait qu'on soit, et pour ceux qu'on est, que nous sommes réellement, quoi. On est d'accord sur cette belle phrase qu'on se dit au revoir. Prends ton sax. Si vous voulez entendre la musique de Jamso, tendez l'oreille. Les prochains concerts, on vous dira s'il y a des dates justement à venir. Est-ce qu'il y a un concert de prévu, Jamso, pour la sortie de cette album? Oui, c'est là nous sommes en train de négocier, parce que comme je travaille à l'école de musique de Kourou, nous essayons de faire une petite prestation pour la fête de la musique. Ce sera aussi ce sera vraiment une bonne occasion, quoi. Mais pour l'instant, c'est pour parler. D'accord. Et on dira. Mais ce sera, de toute façon, je pense que le public sera avisé, quoi. Et on le dira bien sûr ici même sur ATG. En quittant en musique, comme tu utilises plein d'instruments, et notamment le saxophone, ça sera l'occasion pour nous de se dire au revoir comme ça, avec le son du saxophone. Je vais essayer de jouer simplement un titre qui s'appelle Chantalissimo. Alors c'est parti pour Chantalissimo. Et juste après, il y aura donc Qui veut gagner des millions en prime. Et dans quelques instants, juste après le son de Jamso, le journal de TF1. C'est comme ça qu'on se dit au revoir en musique. Jamso.